Hello. Ouais. Bonjour. Donc bonjour à tous, à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Antonin Carrette, je travaille donc chez Dernier Clic, je me présenterai un petit peu plus tard. Je veux juste introduire en fait la motivation pourquoi j'ai voulu faire ce talk. J'ai quitté il y a un mois en fait une thèse en apprentissage automatique et en traitement du langage naturel au Luxembourg que j'ai fait au bout d'un an. Bon, il y a eu pas mal de raisons et une principale, c'est que je m'adressais à des gens qui essayaient de s'intéresser plutôt à ce qui se passait sur les blogs et avoir une mauvaise compréhension de ce que c'est réellement l'apprentissage automatique et comment un data scientist travaillait. Et donc du coup j'ai voulu faire ce talk en fait par rapport à ça, non pas pour vous expliquer ce que c'est l'apprentissage automatique, mais comment un data scientist travaille sur les deux. Et que l'apprentissage automatique c'est pas si automatique. Donc juste pour vous introduire en fait ce talk, je vais vous montrer quelques petits messages que j'ai reçus. Donc je travaille principalement depuis 3-4 ans après mon master sur la science des données. Et par exemple, cette tâche, on ne sait pas du tout la faire. Donc ça, en fait, c'est des quotes, des citations que j'ai reçues directement de CTO, CEO, mais aussi d'ingénieurs, et qui m'ont un peu choqué. Donc on ne sait pas du tout la faire, mais une IA pourrait la faire à notre place. Notre base de données est très loin d'être fiable, autrement dit pourrie. Mais bon, l'IA, t'inquiète, elle va s'en sortir. Bon allez, on est sympa, on te demande le minimum 99% de bonnes prédictions. Vraiment très sympathique. Maintenant que tu as la base de données, bon, on s'appelle demain pour la mettre en prod. Et puis, directement classifier, donc directement le modèle d'apprentissage. Et la dernière, de bons résultats avec une régression linéaire. Je pensais quand même que le problème était beaucoup plus complexe que ça. Bon alors on va faire simple. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, comme j'ai dit, je m'appelle Antonin, je suis Data Guru. Donc, si vous réussissez. Non. Donc, du coup, data scientist et développeur à plein temps chez Dernier Clic. Contributeur open source, vous m'avez peut-être vu dans certains talks pour Rust, c'était peut-être en 2016. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'apprentissage automatique. Que l'apprentissage automatique, c'est pas si automatique. Et l'apprentissage automatique dans le monde réel, et pas sur les blogs Machine Learning without a PhD, parce que, bon, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est l'apprentissage automatique? Et avec ces citations, je me suis rendu compte que le principal problème que j'avais en discutant avec plusieurs personnes, c'était ce qui comprenait derrière le mot automatique. Donc, machine learning, on peut le traduire littéralement par apprentissage machine et apprentissage automatique. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, le principal problème vient de la compréhension du mot automatique. Pour pas mal de personnes, l'apprentissage automatique veut juste dire « T'inquiète, la machine elle fera ça toute seule, t'as pas besoin de faire grand-chose ». Donc en gros, pour eux, on voit rien. C'est une boîte noire, donc il y a une boîte noire, juste ici. Voilà, et elle prend des trucs en entrée, elle sort des trucs en sortie. Donc en gros, pour eux, c'est un peu, on va prier notre dieu machine pour avoir un bon classifieur. Sauf que c'est pas du tout comme ça. Et c'est quoi, au final, l'apprentissage automatique? L'apprentissage automatique, c'est un, je vais pas dire c'est un sous-champ de l'intelligence artificielle, au même titre que l'optimisation, la programmation par contrainte ou les systèmes multi-agents, et qui contient aujourd'hui à l'intérieur, donc depuis l'arrivée de ce que vous appelez comme de ce qu'on appelle comme deep learning et apprentissage profond, on peut discerner l'apprentissage dit statistique et l'apprentissage profond. On va revenir sur ça un peu plus tard. En vous donnant une définition bien concrète, très simple, on dit qu'un programme informatique apprend de l'expérience E par rapport à une certaine classe de tâches T et mesure de performance P, si sa performance aux tâches T, telle que mesurée par P, s'améliore avec l'expérience E. Bon, je ne vais pas vous expliquer, je pense qu'on a tous compris qu'en gros, l'apprentissage machine, l'apprentissage automatique, c'est la science qui consiste à faire en sorte que les ordinateurs agissent sans être explicitement programmés. Donc je vous ai dit que je vais vraiment pas faire un cours en fait sur l'apprentissage automatique, je vais plutôt vous expliquer en quoi mon travail consiste. La boîte noire, on a au départ les données, la boîte, et ensuite la prédiction. Ça on va prédire un groupe, soit une valeur numérique. Mais il y a quelque chose entre les deux. D'abord, on va recueillir les données. Après, on va les traiter.
on va les encoder pour permettre à nous, data scientists avec notre petite boîte, d'aller prendre en fait les modèles qui s'adaptent le plus à nos données pour les entraîner, les évaluer et ensuite pouvoir revenir à la première étape et ensuite avoir notre prédiction. Ça, c'est un peu le workflow, je vais dire. Si vous oubliez les petites flèches en pointillé en haut, c'est le workflow parfait en fait, du parfait data scientist. Sauf que ça ne marche pas souvent comme ça. Donc là, c'est quelques petits exemples. Par exemple, ici, on a un nuage de points. La barre rouge, en fait, consiste... On essaie de faire apprendre, en fait, à notre algorithme. Donc, il va avoir un modèle qu'on appelle la régression polynomiale et qui va essayer de imiter la forme de la courbure des points. Donc, au final, comment ça se passe? On recueille des données, on les pré-traite, on les traite, on va les encoder. On va établir une veille sur les derniers modèles d'apprentissage, sur les papiers qui parlent en fait de ces modèles couplés au même type de données. Choisir un ou plusieurs modèles d'apprentissage, les évaluer, revenir à l'étape 1 ou 2 au besoin et ensuite peaufiner les modèles choisis. Et plus je discute en fait avec d'autres data scientists, mais aussi avec, comme je l'ai dit, CEO, CTO, etc. Ce qui intéresse le plus, c'est l'étape 5 et 6, c'est-à-dire choisir un ou plusieurs modèles d'apprentissage, entraîner et évaluer ces modèles d'apprentissage. Parce que bon, c'est vachement cool de dire qu'on a entraîné un réseau de neurones. Sauf que la partie la plus intéressante, et la partie en fait qui va faire que tout votre travail va fonctionner, c'est les 3 premières parties. Et on oublie bien souvent que la majorité des projets d'apprentissage automatique, eh ben, je suis désolé de vous l'apprendre, mais elles ne fonctionnent pas. Et c'est une minorité, enfin moins de 50% en fait, qui fonctionne réellement. Et c'est principalement en fait à partir de ces 3 premières étapes qu'on va dire si on peut y aller, on peut vraiment aller dans ce projet ou pas. Donc le go, no go intervient dans les 3 premières étapes. Donc au final, on peut découper tout ça en 3 étapes. De 1 à 3, les données, ensuite les modèles et ensuite la validation. Donc les 3 premières étapes, en fait, on peut les regrouper en une sur-étape en fait, qui s'appelle le feature engineering. Donc, ou ingénierie des attributs ou des caractéristiques. Et directement, quand on voit feature engineering, on se demande ce que c'est une feature. Et principalement, une des premières questions que pose une personne qui va vous donner directement sa base de données, c'est est-ce que chaque donnée issue de ma base de données est une feature? Bien sûr que non, donc on va voir ça un peu plus tard. Juste quelques petites définitions. La meilleure est celle d'AndroNG. Donc peut-être certains d'entre vous connaissent AndroNG. Levez la main. Oh, ok. Donc AndroNG, c'est un chercheur très connu en apprentissage automatique. Je crois même que c'est l'un des fondateurs de Google Brain, donc qui est l'un des premiers grands centres de recherche en intelligence artificielle dans une compagnie, 2000-2001, quelque chose comme ça. Et lui dit que l'apprentissage automatique appliqué est fondamentalement du feature engineering. Et je suis totalement d'accord de toute façon avec sa définition. Pour moi, l'apprentissage machine appliqué est 90% de feature engineering. Donc, j'ai vraiment essayé de ne pas faire un cours. Est-ce qu'une base de données, chaque donnée issue de la base de données est une feature? Non, pas du tout. Tout élément de X de votre base de données, de votre table, est potentiellement une feature. Mais avant ça, il faut qu'elle soit transformée ou regroupée, ou alors elle va être rejetée. Et une feature doit être facile à comprendre dans le contexte du problème. Donc il y a pas mal de questions en fait, à se poser avant et pendant. Faut-il prédire une catégorie, une valeur numérique? Chaque entrée est-elle catégorisée? Catégorisée, c'est-à-dire contient-elle un label? Si votre travail
et de classifier des données, que chaque entrée est catégorisée, vos catégories sont-elles équilibrées, etc., etc. Il y a pas mal de questions à se poser avant. Et malheureusement, si vous les prenez, enfin si vous vous posez des questions beaucoup trop tard, vous devez récupérer, revenir à l'étape 1 et essayer de tout recommencer. Donc c'est vraiment en fait des étapes fondamentales qui sont à la base de votre pyramide, en fait, pour essayer d'établir, enfin plutôt d'entraîner votre modèle d'apprentissage. Donc maintenant on va jouer un petit jeu, la diversité dans vos données, et on va jouer un petit jeu. Je vais vous montrer des photos et vous allez devoir hurler en moins d'une seconde si c'est un lapin ou un bonnet. Tout le monde sait ce que c'est un lapin? Bon, non? Fallait que je vous entraîne avant. Tout le monde sait ce que c'est un bonnet, donc un bonnet c'est qu'on est sur la tête en hiver, ou même en été. Donc il va falloir en moins d'une seconde, je vais passer les slides, et vous allez hurler si vous pensez que c'est un lapin ou un bonnet. Ok? C'est parti. Lapin, lapin, bonnet, lapin, bonnet, lapin. Et oui, c'est typiquement lapin. Alors, pourquoi je vous ai montré ça? Ça fait bien rire, la diversité dans les données, etc. Je vous ai montré certaines parties du coup de mon lapin. Donc sa tête, un petit peu son corps, et ensuite ses fesses. À travers cet exemple très marrant, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la majorité du temps, on prend des features vraiment très uniformes. On ne va pas essayer d'étayer notre base de données, etc. Alors ça fait bien rire, sauf que quand on arrive à ça, que Google Photos labelle des personnes noires, des gorilles, malheureusement, là ça jette un grand froid. Pourquoi? Parce que tout simplement Google, lors de son apprentissage, n'a pas pris en compte assez de personnes noires pour les catégoriser comme des personnes. Donc c'est pas mal de choses en fait qu'il faut prendre en compte. Au départ, votre modèle va très bien fonctionner, vous allez donner des personnes, etc., tout va très bien fonctionner, jusqu'au jour où vous allez le mettre en prod et tout va casser. Une étape aussi fondamentale, c'est la sélection de vos features. Une mauvaise sélection, c'est un modèle d'apprentissage trop complexe, des temps d'entraînement trop longs. Et quand je parle de trop long, j'en ai fait l'expérience il y a de ça quelques années où j'avais fait une mauvaise sélection. J'étais passé peut-être de 3 heures d'entraînement, 3 heures d'entraînement à 3 minutes. Vraiment pour vous expliquer que les temps d'entraînement, enfin plutôt la sélection des features, c'est extrêmement important. Et la malédiction de la dimensionnalité, on y reviendra un peu plus tard. La sélection des features, principalement, ça se fait en discutant. Si vous avez vraiment un problème métier, n'hésitez pas à les discuter avec la personne dédiée en fait pour votre problème. C'est vraiment très bête à dire, mais rien que ça peut vous éliminer 80% de vos features. Enfin plutôt 80% des données issues de votre base de données. Donc avoir des features c'est bien. Avoir les meilleures c'est mieux. Donc pour ça, il y a tout un processus de sélection que je vais vous montrer à travers cet exemple. Donc on va prendre le problème, est-ce que je vais dépasser mon temps de parole pour cette présentation? Et on va essayer plutôt de sélectionner nos données en fonction des différents talks passés que j'ai pu faire. Donc la réponse sera oui ou non. Donc oui, je vais dépasser mon temps de parole, non, c'est un problème de classification. D'accord? Pour ça, je détiens plusieurs données labellisées, c'est-à-dire que durant mes précédentes expériences, je les ai labellisées comme oui, j'ai dépassé mon temps de parole, non, je n'ai pas dépassé mon temps de parole. Et pour ça, je détiens 4 colonnes sur X lignes, où X c'est le nombre de présentations que j'ai donné précédemment. Donc on va prendre vraiment un tableau très simple, avec l'heure de début, l'heure de fin, le nombre de slides et le pays. Et ce que je vous ai dit précédemment, c'est qu'une feature doit être vraiment très très simple à comprendre. Et ici, ce que je vois directement, c'est que l'heure de début, l'heure de fin, indique à elle-même une seule information. Et on peut réduire ces 2 colonnes en une seule, qui est la durée. Maintenant, est-ce que vous ne voyez pas quelque chose, je ne vais pas dire qui vous choque, mais une colonne qui pourrait potentiellement être améliorée? Alors, non.
Quand on le voit comme ça, en fait, on pourrait se dire, tiens, il y a trois lignes, 3 pays différents, c'est-à-dire 3 informations, tandis que la durée et le nombre de slides qui sont des valeurs continues, en fait, ont 2 seules informations. Et quand on regarde donc les prochaines, on voit que Belgique et Luxembourg, donc pour 5 lignes, en fait, on a 5 valeurs, 5 informations différentes. Mais ce qui est un peu plus choquant ici, c'est qu'on a 2 cibles différentes, avec la même durée, le même nombre de slides, mais 2 pays différents. Du coup, au lieu d'avoir 5 lignes, 5 différentes, enfin plutôt une feature à 5 valeurs différentes, on peut directement la transformer en une colonne de 2 valeurs, oui ou non, pays francophone. Et là, vous allez vous dire, il n'y a pas besoin en fait de machine learning. C'est juste une transformation d'une colonne en fait à effectuer. Et l'analyse de données, alors personnellement ça ne m'est jamais arrivé. Ça est déjà arrivé à un de mes amis. En faisant en fait son analyse de données, il s'est rendu compte en fait qu'il n'y avait pas besoin d'apprentissage automatique, il y avait juste besoin en fait de transformer vraiment une colonne à l'intérieur de sa base de données pour juste prédire ce qu'il voulait. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est on a besoin d'apprentissage automatique, etc. Alors qu'en fait, juste une analyse de données, une transformation de votre base de données, ça peut tout apporter. Donc le facteur le plus important dans la réussite d'un projet, c'est l'utilisation de bonnes features. Ok, maintenant on va place à l'entraînement, donc là réellement au modèle d'apprentissage. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on peut différencier l'algorithme et le modèle. L'algorithme d'apprentissage, c'est on va dire un algorithme qui est fait pour directement en fait, avec vos données, vous allez donner un algo qui va ensuite vous produire un modèle, c'est-à-dire quelque chose qui a vécu une expérience, quelque chose qui a été entraîné. Donc, un algorithme d'apprentissage automatique est utilisé pour adapter un modèle aux données via un mécanisme appelé entraînement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le modèle doit généraliser. Donc pour ça, au niveau des données, on va prendre, donc on a 100% de nos données d'entrée, et on va les splitter. 80% en apprentissage, 20% en validation. Ça c'est un exemple, on peut faire du 70-30, du 90-10, etc. Ça dépend aussi en fait de votre volume de données. Et ensuite, à partir de ce moment-là, et à partir de vos features, on va sélectionner un modèle. Donc c'est vraiment très simple. Je crois que ça représente à peu près 5% des algorithmes d'apprentissage qui existent. Tout ça est issu de scikit-learn, donc une librairie si vous si vous voulez vous mettre à la science des données, à l'apprentissage automatique, etc. Je vous conseille largement d'utiliser Python, scikit-learn ou même le langage R. Et ça représente vraiment une toute petite partie, et notamment, je crois qu'on n'a pas d'algorithme d'apprentissage profond ici. Donc, en gros, c'est vraiment... on ne peut pas y aller de façon random, en fait. Il faut vraiment, plutôt d'aléatoire. Il faut vraiment, à partir des features qu'on a sélectionnées, ensuite, utiliser un modèle. Alors, il y a plusieurs modèles qui reviennent de temps en temps. Donc, on a un peu plus d'intuition. Mais tout part de là. Tout part, au final, de l'intuition et de l'expérience. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que chaque modèle a ses propres paramètres. Ça peut varier de 5 jusqu'à 20 paramètres. Sauf que quand vous avez un algorithme à 20 paramètres, où chaque paramètre peut prendre une valeur entre 1 et 20, avec un pad de 0,01, je peux vous assurer que votre machine, elle va tourner pas plusieurs jours, pas plusieurs semaines, mais plusieurs mois. Juste pour trouver quelque chose qui, au final, performe pas très bien. Alors ça, c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Le modèle est très performant et surpasse nos attentes, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas utilisé tout de suite l'apprentissage profond. Donc c'est le deep learning, les gros réseaux neuronaux, ce qu'on voit utilisé par Google, Facebook, etc. Et je vais juste poser une question. Est-ce que vous déracineriez un rosier avec une pelleteuse, ou est-ce que vous utiliseriez d'abord une pelle et un sécateur? Et il s'est mis à rire 4-5 secondes, et ensuite il s'est arrêté parce que il a vu en fait que ma question répondait à peu près à sa question.
Donc au final, on voit aujourd'hui l'utilisation de réseaux neuronaux un peu partout sur les blogs. Comment entraîner par exemple TensorFlow pour effectuer une tâche extrêmement simple. Personnellement, ça commence un peu à m'énerver. Faut pas oublier que, si je retourne juste avant, ces algorithmes, ces modèles, sont des boîtes noires. Vous ne savez pas comment elles fonctionnent, enfin, plutôt vous ne connaissez pas son cheminement pour des données d'entrée. Elles donnent juste de bons résultats, vous ne savez pas pourquoi. Et elles mettent un temps extrêmement long en fait, à performer. Comparé à des algorithmes à boîte blanche comme une simple régression linéaire ou un arbre de décision, qui peut mettre, je sais pas, 1 à 2 secondes sur vos données, juste à entraîner et à vous donner des résultats tout à fait corrects. Maintenant, troisième partie, on va passer à l'évaluation, et là ça fait un peu mal. Comme je vous l'ai dit, la majorité en fait, des projets en apprentissage, ça ne fonctionne pas. Mais quand on dit ça ne fonctionne pas, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? En apprentissage, on considère qu'un modèle a été correctement entraîné s'il donne des performances supérieures à l'aléatoire. Donc, si je vous donne juste une simple tâche, je vous donne des photos de chiens et de chats, vous allez me dire de façon aléatoire, sans même regarder les photos, qui est le chien, qui est le chat, etc. Vous arrivez normalement à du 50%. 50% de bonnes prédictions, 50% de mauvaises. Si votre algorithme arrive à 60%, c'est qu'il a appris quelque chose en fait à partir de vos photos. Et on considère qu'il a appris quelque chose donc qui performe pas très bien, mais bien. Et quand vous arrivez à 100% de validation sur un gros dataset, à partir de ce moment-là, vous n'avez pas besoin au final d'apprentissage. Je reviens sur l'exemple que j'ai donné, qui est au final en fait une seule colonne, et qui est juste une inverse en fait de la colonne pays francophone. Donc on utilise pas mal de fonctions avec des noms assez barbares, mais je vais surtout vous parler d'une chose qui malheureusement arrive beaucoup trop souvent et qui font que, comment je pourrais dire ça, qu'on puisse s'extasier en fait sur un modèle qui performe très bien alors qu'en prod, c'est pas du tout la même chose. Ce qu'on appelle le surapprentissage. On va prendre un exemple, notre cher ami Toto. Toto a appris par cœur et bêtement ses tables de multiplication de 1 à 8, inclus. Il n'a pas appris la table de 9. Et le lendemain, en fait, son professeur va l'interroger sur la table de 7 et de 8. Forcément, il l'a appris par cœur et bêtement. Donc du coup, il va réciter. Mais de façon totalement bête. Il n'a pas appris la logique derrière, que par exemple, 8 fois 2, c'est juste 8 plus 8, et qu'il peut l'appliquer ensuite à d'autres tables de multiplication. Du coup, quand son prof va l'interroger sur la table de 9, il ne va pas savoir répondre. Il a tout appris, sauf celle de 9. Et l'apprentissage, le surapprentissage, c'est exactement la même chose. Vous donnez vos données d'entraînement, il va les apprendre parfaitement. Mais quand vous allez lui donner des données totalement fraîches, là, c'est plus du tout la même chose. Et franchement, d'expérience, je suis déjà arrivé sur un modèle qui performe à 98% sur des données d'entraînement. Il était, je crois, à 52% en prod. Les gens n'étaient vraiment pas contents. Et c'est ce qui arrive, quand je vous dis la plupart du temps, je pense que ça arrive 80% du temps quand on entraîne un modèle et on ne le sait pas par avance. Donc à partir de ce moment-là, il faut revenir à l'étape de la sélection des features et réitérer toujours un process de sélection. Donc, en conclusion, l'apprentissage automatique ne se résume pas, la tâche d'un data scientist ne se résume pas juste à l'entraînement d'un algorithme. Sans feature engineering, les performances du modèle seront très pauvres. Et il ne faut pas oublier, et surtout en ce moment, que la compréhension des modèles d'apprentissage passe d'abord par une compréhension du modèle. Un réseau de neurones, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Il y a même en ce moment des réseaux de neurones qui sont entraînés pour essayer de comprendre ce que fait un réseau de neurones. On est arrivé à partir d'un moment, faut arrêter quoi.
Et ce que j'essayais vraiment, en fait, à travers de ce talk de vous expliquer, c'est que l'apprentissage automatique, c'est pas si automatique. Merci beaucoup. Certains d'entre vous ont des questions? Merci pour ta présentation. Ça m'a beaucoup intéressé. Et une question peut-être un petit peu complexe à résumer, mais comment tu sélectionnes des bonnes features du coup? Sur quoi tu te bases? Est-ce que c'est plutôt un instinct? Parce que moi j'ai l'impression qu'en fait il faut d'abord les tester dans un modèle, reboucler, et voir si elles sont suffisamment discriminantes et intéressantes. Ou est-ce que tu as des techniques? Non, en fait, il y a pas mal de techniques qui sont utilisées. On va éviter d'abord la redondance de données. On va utiliser ce qu'on appelle les matrices de corrélation. Donc ça, c'est typiquement utilisé pour des features qu'on appelle continues, entre 0 et plus infini. On n'est pas sur du catégorique comme par les pays, et à partir du moment où on sait que ça s'arrête, il n'y a plus de label, etc. Donc à partir de ça, en fait, on va tracer une matrice de corrélation qui va permettre d'évaluer tout simplement si on n'a pas de données redondantes qui pourraient induire en erreur notre modèle. On va les supprimer directement. Et puis comme j'en avais discuté, il y a aussi une discussion avec la personne qui va entraîner le modèle, ce qu'elle veut en faire. Et le processus d'automatisation, ce n'est pas justement quelque chose... on veut que ça soit automatique, que la machine va le faire. C'est plus pour un processus d'automatisation de quelque chose qui a déjà été fait manuellement. Donc les gens savent de quoi ils parlent. J'ai déjà par expérience eu une base de données, je sais pas, de 2000 colonnes, quelque chose comme ça, ouais, 2000, 3000 colonnes, et après discussion j'en ai sélectionné que 40. Parce que manuellement, la personne en fait regardait que les 40 premières colonnes, et tout le reste il disait bah, ça c'est pas fiable, ou ça, etc. T'en arrives en fait à sélectionner pas mal de choses via la discussion, via l'apprentissage du métier surtout. Et ensuite, tu peux regarder pas mal de choses comme typiquement ce que j'avais fait sur la colonne, la transformation en fait, des pays jusqu'au est-ce que c'est un pays francophone ou pas, c'est essayer de réduire le nombre de labels de valeurs qu'une colonne puisse produire, justement pour essayer d'éliminer pas mal de j'arrive plus à mettre le nom dessus, de diversité à l'intérieur d'une même colonne. Donc il y a pas mal de processus en fait qui reviennent. C'est vraiment des choses qu'il faut appliquer en fait en boucle. Et à partir d'un modèle aussi, une fois qu'on entraîne un modèle, les boîtes blanches expliquent le cheminement de ce qui s'est passé, comment elle a pu prédire ça, etc. Si elle ne performe pas assez bien, du coup on va regarder quel était ce cheminement, ce qu'elle a pris en priorité comme feature discriminante, pourquoi elle a pris ça, et ensuite peut-être rediscuter avec la personne qui les avait processés manuellement, qui les avait traités manuellement, histoire de savoir si en fait l'arbre de décision s'est planté dès le départ ou pas. Et ensuite on va essayer de retravailler sur ces features-là, ou plutôt vers pas la racine, les feuilles de l'arbre. Voilà, tout simplement. Après, pour un réseau de neurones, très franchement... ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu rajoutes des couches, tu testes, ça va pas, tu rajoutes des couches, ah, ça fonctionne, trop bien. Bon, t'as juste attendu peut-être 3 mois, l'histoire d'entraîner suffisamment ton cousin, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Ok, merci beaucoup. Une autre question? Merci beaucoup. Alors, je te remercie.